Bonjour et bienvenue sur Octogone. Bonjour. Ici, le concept est simple, débattre avec deux personnes d'un sujet sur lequel ils ne s'entendent pas forcément. La méthode, comprendre avant de convaincre. Aujourd'hui, nous sommes avec Marine, 23 ans, étudiante à Strasbourg en médecine. Bonjour Marine. Et Laura, 26 ans, enseignante à l'université de Strasbourg. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer, parlons de quelque chose qui nous concerne toutes et tous. C'est les combats ordinaires. Parce que ne nous masquons pas. Nous avons tous en nous cette petite gêne, cette petite bataille-là, cette lutte inconsciente de notre esprit maniaco-déformé. Un combat relativement absurde, anodin et clairement inoffensif, mais quand même récurrent. Les filles, est-ce que vous avez un combat ordinaire ? Ouais, moi j'en ai deux. Ouf, carrément. Ouais, carrément. Le premier, c'est quand je suis à vélo et qu'il y a quelqu'un qui me double alors que je suis au stop, que j'attends pour passer. Ça m'insupporte parce que je me dis, mais qu'est-ce qui te dit que tu roules plus vite que moi, connard ? Je suis Voilà. cette personne. Et le Ouais, moi aussi. deuxième, c'est des fautes de français à l'oral. J'ai pris le sac à ma mère. Ah, Ça, ça, ouais. y en a qui vont Ça rend fou. Ça rend fou. Ouais, je suis désolée. Est-ce que tu pour mets des les gens. petites baffes aux gens quand ils Non, font mais ça ? je dis, mais est-ce que t'es le fils à ta mère ou t'es le fils de ta mère ? Ouf. Et puis des fois, je mets une petite insulte derrière. Mais Oui. ça, les gens y retiennent. Et toi Marine ? Alors moi, il s'agit de mon coloc qui laisse traîner donc ses godasses dans le couloir. Donc, eh bien, Manger des je me Babybel. prends les pieds dans les chaussures. Voilà, c'est pas toujours le plaisir à moitié endormi en plus. C'est vraiment un bonheur incommensurable. Le message est passé, je pense. Mais vous savez quoi, ça fait du bien quand même de parler de quelque chose d'ordinaire dans cette période extraordinaire. Parce qu'on n'a pas dit le sujet, mais le sujet de ce podcast se centrera sur l'université sous Covid, en fait, sur savoir les témoignages un petit peu donc, d'une professeure et d'une étudiante, savoir leur quotidien, ce qu'elles ont traversé durant cette année. Du coup, en première question, on voulait introduire ce sujet avec cette question qui était « Qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre quotidien d'étudiant ou de professeur ?» Alors je vais parler forcément en tant qu'étudiante, parce que je suis l'étudiante. Le fait est que c'est pas forcément évident, puisque c'est quand même une phase de notre vie où on fait des rencontres, on fait des soirées, on a une vie sociale qui est particulièrement développée. C'est aussi, je pense, ce qui forge en fait les personnes que nous serons après. Et donc forcément tout ça est interdit. Mais bon, enfin, on va pas se mentir, même si il y a ces restrictions-là, la plupart font bien sûr des événements en interne, mais ça reste différent. Ça reste clairement différent. Je veux dire, il n'y a pas autant de rencontres. Il y a dans un bar, dans des événements festifs, les événements étudiants, exactement, rien qu'en cours, effectivement. Voilà, le contact qui est primordial, je pense, à cette étape-là de la vie d'un individu. Voilà, ça manque et c'est effectivement un problème pour se construire aussi. Et ben, en fait, nous, en tant qu'enseignants, c'est exactement la même chose qui nous manque. Parce que faut pas croire que l'enseignant, il est enseignant 100% de son temps. Il croise ses collègues aussi, et c'est comme ça qu'il s'enrichit, qu'il sait. Toutes les autres questions auxquelles on va répondre dépendent de cette interaction entre enseignants qui n'existait plus. Ou en tout cas qui n'existait plus comme avant, qui empêchait la fameuse machine à café que tout le monde connaît, les dialogues autour de la machine à café, les dialogues autour du petit déjeuner. On ne fait plus que des réunions de travail autour du travail, puisque on n'appelle pas ses collègues en Zoom pour savoir comment ils vont, comment va le petit dernier. Voilà, c'est ça, on parle plus de choses anodines avec ses collègues, et bien sûr les relations amicales manquaient aussi. Et dans l'aspect plus pédagogique, ce qui manque, bien entendu, c'est le retour des étudiants. Ouais. Ce qui a manqué pendant le premier confinement, c'était tout, puisqu'on ne savait rien, c'était de l'anticipation, c'était toutes ces choses qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. On a manqué, nous, d'anticipation. Et ce qui manque depuis un an, c'est le retour des étudiants, le contact avec eux réel et la sensation de réel, en fait. Et alors, justement, dans la relation enseignante-étudiante, enseignant-étudiant, qu'est-ce qui a changé selon vous ? Qu'est-ce qui est différent ? Pour moi, il y a la barrière de l'écran. Pour moi, c'est une barrière. Je veux dire, on ne se construit pas, disons, une relation enseignant-étudiant d'apprentissage, de formation à travers un écran.
Bien sûr, c'est une solution qui est, éphémère, qui est très utile à l'heure actuelle, bien sûr, mais le contact reste absolument primordial. Un étudiant n'aura absolument pas la même assiduité derrière un écran que lorsqu'il aura en face de lui un professeur. Alors bien sûr, il y a les cours magistraux, c'est pas forcément évident. Quand il y a 200 personnes, disons que le contact avec le professeur est beaucoup plus complexe. Mais voilà, il y a des groupes de TD, il y a des moments d'échange aussi qui se font en plus petits groupes. Et ces choses-là, c'est quand même quelque chose de primordial pour les étudiants. Et les étudiants demandent un retour à l'université. À l'heure actuelle, on a quand même eu au Palais universitaire de Strasbourg des étudiants qui ont affiché une énorme pancarte pour écrire enseignants, professeurs, administration, vous nous manquez vivement qu'on se retrouve. Et donc c'est quelque chose de fort et d'absolument puissant. Et ce qui me perturbe énormément, c'est d'entendre que des fois des personnes qui peuvent être peut-être même un peu plus âgées, des fois même pas si âgées que ça, dire mais les étudiants de toute façon ils veulent rien faire, ce sont des fainéants, ils ont peur de tout, ils veulent pas se mouiller, etc. C'est faux, c'est vraiment faux. Je trouve, on est une génération qui a envie de bouger les choses, qui a envie d'être présente, qui se retrouve actuellement un petit peu bloquée par cette situation-là. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord, et j'aimerais bien que les professeurs et l'université en général écrivent aussi une banderole avec écrit vous nous manquez, parce que en tout cas c'est mon cas. Mais c'est pas aussi évidemment unanime. Nous on subit plutôt le distanciel et les écrans pour nous, et on a du mal à se projeter. Et je sais qu'il y a des enseignants qui ne se projettent pas du tout. On a des retours d'étudiants qui subissent les cours par écran parce que le professeur ne s'adapte pas, et donc la relation a changé, puisque en réalité, je vais me reprendre, la relation n'a pas changé, puisque les enseignants qui enseignaient en cours magistral et qui déclamaient un cours dans un très grand amphi et qui s'enfuient sans faire attention, n'ont pas changé, puisqu'ils continuent à déclamer un cours, parfois sans caméra, pendant 3 heures, sans pause, parce qu'eux, ils sont chez eux. Et donc, il faut aussi casser cette idée que le prof est chez lui, tranquille, dans son salon, en train d'enseigner, pendant que l'étudiant est enfermé dans son KGB de 9 mètres carrés. Là, il y a des cas comme ça. Mais il y a aussi l'inverse, l'enseignant qui va prendre tout son temps de recherche pour se consacrer à son enseignement, qui va investir dans du matériel, puisqu'il faut quand même savoir qu'au premier Covid, il n'y avait rien. Il y avait pas... on a une amie qui a investi carrément dans un compte Zoom pour pouvoir accueillir le plus d'étudiants possible. Et c'est elle qui paye, c'est pas l'université, c'est ses frais. Voilà, c'est ça. Et il y a beaucoup d'enseignants qui se sont retrouvés à faire ça ou qui ont arrêté leurs cours, qui ont dit on arrête les frais, ça sert à rien. Je vous envoie, je reviendrai vers vous plus... qui étaient dépassés par l'événement et qu'on n'a pas aidé. Et du coup, dans la relation étudiant-enseignant, c'était ça, c'est l'étudiant manque, mais c'est venu après c'est ce qui explique aussi que les étudiants se soient sentis aussi abandonnés, c'est que les enseignants se sont sentis, eux, abandonnés d'abord, et donc ils ont abandonné leurs étudiants parce que soit ils n'avaient pas le choix, soit c'est déjà quelque chose qu'ils faisaient avant sans... C'est ça, et ça rebondit sur une question. Est-ce que vous, personnellement, vous vous êtes senti abandonné ou plutôt soutenu ? Et est-ce que, du coup, c'est la question dont on avait parlé, Marine, les aides proposées, notamment aux étudiants, est-ce qu'elles vous ont été bénéfiques ? Alors, sur cet aspect-là, j'ai occupé le poste de vice-présidente universitaire à l'université pendant 2 ans. Alors, je vais essayer de retranscrire de manière la plus fidèle possible ce que les étudiants les étudiants m'ont dit. C'est que il y a des aides qui existent, il y a des aides qui ont été mises en place. Je sais qu'on a travaillé d'une manière vraiment acharnée à l'université pour mettre en place des aides étudiantes qui, disons, touchent le maximum, un panel extrêmement important des différentes difficultés que peuvent rencontrer les étudiants. Donc il y a des solutions pour des problèmes financiers dus au loyer, dus à l'alimentation, dus à la santé, dus aux difficultés psychologiques. Mais en fait, la grosse difficulté, c'est que l'étudiant ne sait pas s'orienter et ne connaît pas les aides étudiantes.
c'est effectivement la grosse difficulté. Alors, avec l'université, on a tout fait pour mettre en place une fiche récapitulative de l'ensemble des aides étudiantes qui est toujours actuellement disponible sur le groupe Université Strasbourg. Mais ça n'a pas forcément eu non plus le même... autant de visibilité qu'on le voulait non plus. Donc on a encore énormément d'étudiants qui vont s'orienter vers les mauvaises personnes pour des difficultés que ces personnes-là ne peuvent pas gérer. Donc c'est pas évident. Donc là, par exemple, effectivement, des étudiants qui envoient des mails à des professeurs concernant des difficultés d'ordre social, et ça devient très compliqué. Et de manière générale, le système est très complexe. Et puis même les grilles de critères. Et ça, c'est quelque chose... Les critères pour obtenir une aide sont très, très stricts. Mais ça, c'est... Tu vois, c'est d'autant plus pesant avec le Covid parce que déjà, c'est une situation où tu te sens bloqué. Mentalement, physiquement, tu es bloqué. Et en plus de ça, il faut que tu ailles faire des démarches, faire l'effort de chercher et tout ça. Tu sais pas par où aller, à qui demander. T'as pas ton pote que tu vois à la pause pour lui dire t'as fait comment pour avoir ton aide pour je sais pas quoi. Et ça joue énormément. Oui, et surtout, moi, par exemple, pendant le Covid, j'ai reçu aucun message de ce type-là, alors que je pouvais en avoir avant assez régulièrement. Donc c'est intéressant parce que les étudiants, on a un peu dit que le Covid, ça touchait tout le monde, qu'on était tous dans la détresse. Donc les étudiants se sont sentis seuls parce que, est-ce qu'on écrit à un professeur avec qui on a bien accroché, qu'on s'est bien entendu, alors que lui-même est dans une difficulté qu'on connaît, puisqu'il va nous dire le nombre de profs qu'on entend qui commencent leur cours par « c'est pas facile, je vous ai préparé un PowerPoint, mais ça a pris du temps, ah là là, j'ai plus le temps ». On entend tout le monde pas se plaindre légitimement, mais un petit peu chouiner, quoi. Et donc on se dit, moi, je dois me débrouiller tout seul. Et ça rejoint une problématique qui est plus globale, qui est... la plupart des gens qui ont droit aux aides en France ne les demandent pas seulement les étudiants, la population générale. Et ça rejoint la question de les inégalités, en réalité, elles sont déjà là et elles se creusent par le fait que on est isolé. Et quand on est isolé, et puis ça touche aussi, deuxième partie de la réponse, ça touche des étudiants qui n'avaient jamais besoin d'aide avant. Qui travaillaient, puisque les jobs étudiants, donc qui étaient déjà dans une situation particulière par rapport à ceux dont les parents peuvent financer les études, mais qui étaient dans une situation particulière reconnu par l'université et salué la plupart du temps quand même par la société. C'est un étudiant qui travaille. Et là, ils se sont retrouvés, comme tu l'as dit, stigmatisés par « oh là là, mais ils ont qu'à attendre que les bars rouvrent ». Voilà, quand on a un contrat précaire, il n'y a pas de chômage, il n'y a rien en fait. Tout ce qu'on disait, chômage partiel, tout ça, ça n'existe pas pour les étudiants. Donc, ils se sont retrouvés dans des situations où, justement, devoir multiplier des demandes d'aide, alors que déjà, c'est difficile d'accepter une aide quand on n'en a jamais eu besoin. Et aucun moyen de comprendre comment ça fonctionne, avec des critères plus alambiqués les uns que les autres, et puis des aides... Ça rejoint la problématique globale des aides en France, qui est que, pour comprendre qu'on rentre dans une aide, des fois on a un an de trop, après on a un an de moins, on se retrouve rapidement dans la fosse et dans le creux qui n'a pas été prévu, et c'est ce qui s'est passé avec le Covid, d'où la nécessité de créer de nouvelles aides spécifiques à la période. Pour rebondir sur ce que tu disais, Laura, j'ai trouvé aussi une étude de l'AFGES, ça se dit comme ça ? L'AFGES qui, moi, elle m'a vraiment marquée parce que en 2020, il y a 21% des étudiants et étudiantes qui déclarent avoir eu des pensées suicidaires depuis le début de la crise sanitaire. Et en 2021, pour l'instant, on est à 31. Donc, je trouve que c'est trop révélateur. Et aussi, on ne pense pas à cela. Donc, j'aime bien le rappeler aussi. On a 22% en 2020 des personnes en recherche du premier emploi qui ont eu des pensées suicidaires, contre en 2021, 42. Donc du coup, je rappelle aussi qu'on parle vraiment d'un thème très important qui est vraiment une détresse, une vraie détresse en fait des gens, et je pense qu'on est toutes d'accord pour dire qu'on soutient ces personnes, et voilà, vraiment aller sur ce lien en dessous pour chercher des aides, et chercher des aides parce que si vous en avez besoin, c'est primordial. Et je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, le corps enseignant est là pour vous. Alors peut-être que pour vous vous sentez en difficulté scolaire, psychologique et économique, et que les trois se cumulent et que vous ne savez pas comment vous en sortir, parce que forcément ça impacte votre scolarité. Évidemment. Quel que soit votre cursus, vous avez un moment, un contact avec quelqu'un, que ce soit l'assistante sociale de l'université qui doit être débordée, que ce soit le gestionnaire, le doyen, peu importe à qui vous allez écrire. Peut-être que la personne ne va pas répondre, peut-être qu'il faudra écrire à plusieurs personnes.
mais quelqu'un va vous répondre. D'expérience, on a tous reçu des messages de détresse déjà dans notre parcours d'enseignement, et on sait à peu près y répondre, ou en tout cas, on sait qui contacter pour y répondre, à la différence de parfois les étudiants, voilà, comme tu l'as dit, des étudiants étrangers ou des étudiants qui viennent arriver à l'université, qui ne savent pas, voilà, contacter l'AFGES, leur donner les horaires pour les aides, leur donner le numéro du CAMU pour prendre une aide psychologique. Tout ça, ça fait partie du rôle. Ne croyez pas que ça ne fait pas partie du rôle de l'enseignant. S'il y en a certains qui prétendent que ça ne fait pas partie de leur rôle, je les en rappelle à leur mission, qui est pédagogique également. Et il ne peut pas y avoir de pédagogie quand il n'y a pas de bien-être. Donc, relevons la mission. Et chers étudiants, n'hésitez pas. C'est une période où il faut vraiment, je pense, privilégier le soutien et la cohésion. Donc, n'hésitez pas à contacter les gens. Ouais, vraiment. Et à demander de l'aide. Merci pour ce rappel. Et cette bienveillance aussi. Sur l'abandon, je voudrais ajouter quelque chose. Vas-y, je sais pas. On a parlé donc de l'abandon des étudiants. Quid des abandons de chiens. Des abandons de tout. Absolument, le Covid nous a forcé à abandonner beaucoup de choses. C'est le Covid qui devrait nous abandonner. Notre dignité. C'est ça, notre dignité, oui. Déjà. Je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai beaucoup entendu aussi, un peu dans le sens stigmatiser les étudiants. Alors, stigmatiser les profs, ça a été aussi un gros challenge, une réalité avec des mèmes très drôles sur mon prof qui fait pas, mon prof qui se plaint tout le temps, mon prof qui nanana. Ça, c'est une réalité. Et encore une fois, je ne veux pas défendre ceux qui n'ont rien fait. Ça, c'est... Évidemment. Mais j'aimerais rappeler aux gens qui nous écoutent et même à nos étudiants que, par exemple, dans mon cas, donc moi, je suis chargée de TD, je gagne à peu près le même salaire que moyen des Français. Voilà, un salaire assez bas, sorti des diplômes, sorti d'études. Voilà, j'ai vu, tu roules en Porsche. Au moins 4 000 €. On t'a vu avec ta limo. Voilà. Donc quand on s'est retrouvés enfermés chez nous, quel qu'on soit, peu importe l'appartement, en fait, pour nous aussi, c'était être enfermé dans sa chambre à donner cours. Et entendre des étudiants dire qu'ils étaient en détresse, c'était dur pour nous, psychologiquement aussi, parce qu'on était là. Mais qu'est-ce que je peux faire, en fait ? Moi, de ma chambre, clairement, mon appart, c'est le même que quand j'étais étudiante. Donc voilà. De mon appart d'étudiant, je me projetais encore plus facilement à me dire, mais si j'étais enfermée là toute la journée, et si j'étais... Et en fait, beaucoup de profs ont eu cette bascule psychologique qui était extrêmement dure pour eux aussi, de se dire, mais attends, moi, je suis pas du tout à plaindre. Je dois regarder les étudiants. Et en même temps, quand on regardait avec le recul la photo entière, c'est-à-dire qu'on est tous dans à l'université, dans un certain équilibre social bizarre, qui fait qu'on ne se rend pas compte de la détresse des uns des autres et on est toujours tendance à s'isoler les uns des autres, plutôt que de dire aux étudiants, je vous comprends parce que moi aussi, en fait, et donc, qu'est-ce que je peux faire pour adapter ça ? Plutôt que de se remettre en question sa méthode d'enseignement, on va dire, ah mais les étudiants, ils sont seuls, ils sont abandonnés, il faut que je m'adapte. Mais en fait, on n'a pas le ressenti qu'ils ont, on se fie à notre ressenti à nous. Et eux n'ont pas notre ressenti, ils se disent, pourquoi elle fait pas des PowerPoint, pourquoi elle fait pas ça, pourquoi elle... Et en fait, parce qu'elle peut pas. Elle est chez elle avec son petit ordinateur tout pourri qui fait du bruit, et elle est occupée à essayer de trouver le Wi-Fi pour que le cours fonctionne. Donc voilà. Donc la question suivante, en fait, elle relie vraiment ce qu'on vient de dire. C'est vraiment, selon vous, peut-on réellement parler d'une génération d'étudiants sacrifiés ? C'est quelque chose qu'on a vu passer très souvent. Et donc, justement, en fait, ça relie vraiment ce qu'on vient de dire parce que les sous-questions étaient « Les cours en ligne ne creusent-ils pas les inégalités ?» et « Les écrans empêchent-ils l'effort utile à la construction de soi ?» Alors, peut-on parler d'une génération d'étudiants sacrifiés ? Pas encore. Pas une génération pas sacrifiée. Donc non. Donc, pas forcément. Okay. Pas forcément parce qu'on ne peut pas le savoir encore. Y a une génération d'étudiants qui est sacrifiée, c'est toi. C'est ces étudiants qu'on a oubliés. C'est-à-dire des étudiants qui ont été diplômés en 2019 ou en 2020 et qui n'ont pas trouvé d'emploi, qui ne sont donc plus des étudiants. Eux, on les a sacrifiés, c'est sûr, puisqu'ils sont dans l'attente encore maintenant d'emploi ils vont arriver... On n'est pas sacrifiés, on est oubliés. De partout, voilà. Personne ne parle des chercheurs d'emploi, tu vois. Voilà, et je pense, et vous allez arriver quand le marché du travail va, ou si, il se rouvre, en même temps que d'autres étudiants. Mais oui. Qui vont chercher donc les mêmes stages, les mêmes jobs pourris qu'on se trouve à la sortie du master ou de la licence. Donc, pas forcément parce que on n'a quand même pas rien fait à l'université. Et les étudiants ont quand même, pour moi, développé un bagage que je tiens à saluer. Ils sont beaucoup plus résilients que ce que moi, j'aurais pu être. Ouais. Ça, c'est une qualité que vous avez tous reconnue chez les étudiants, c'est cette résilience, c'est-à-dire cette capacité. Moi, je me suis retrouvée face à des étudiants à devoir annuler des cours parce que le Wi-Fi ne fonctionnait pas et à recevoir des
non mais vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute, on va s'arranger, on va trouver une solution, par des étudiants qui sont dans la difficulté et qui sont dans la résilience pure, c'est-à-dire qu'on peut les écraser jusqu'à l'infini et ils finissent toujours par reprendre leur forme. Voilà, c'est assez impressionnant. Parce qu'il y a un enjeu quand même il y a quand même le diplôme derrière. Voilà, le diplôme derrière. Et puis, on n'a pas été capable d'annuler les examens quand c'était la crise totale, alors que les universités elles-mêmes disaient il faut annuler ce deuxième semestre 2019-2020 qui n'a aucun sens. Le gouvernement a dit non, il faut faire des partiels. Super, on a fait des partiels. Voilà. Cette année, on fait mais sacrifier, pas totalement. Parce qu'évidemment, on ne peut pas parler pour tous les diplômes. Je pense que pour des étudiants en médecine, le sacrifice est de temps est énorme, d'apprentissage global est énorme, puisqu'on les a utilisés pour faire autre chose. Ça existait déjà avant. Ça existait déjà avant, d'accord. Il y a des Master 2 où on peut dire que l'enseignement a été qualitatif, en petits groupes, où le prof a pu adapter, ils ont pu attendre que l'hybride reprenne. Il y a des étudiants en L1 qui rentrent dans ce système. Donc, eux ne sont pas encore totalement sacrifiés puisqu'ils ont quelques années pour rattraper. En fait, ça va dépendre de la réaction que va avoir l'université à la reprise. C'est ça mon interrogation. C'est que l'écran ne crée pas les inégalités, il les creuse. Est-ce que l'université va avoir la force, au moment où les étudiants vont revenir, de ne pas reprendre les choses comme avant et de dire... Il faut qu'on prenne en considération qu'on n'a pas pu leur enseigner dans la façon dont on leur a enseigné jusqu'à maintenant. Ouais. Il faut avoir la force de se dire ils n'auront pas le même contenu à la fin que ce qu'on enseignait il y a 3-4 ans. Il faut avoir la force d'adapter ça, de se dire peut-être qu'il faut prendre un mois de plus pour faire des rappels de choses qui nous semblent évidentes. Peut-être qu'il faut prendre un mois de plus pour adapter sa pédagogie ou continuer sur cette même pédagogie et admettre que cette génération-là n'aura pas le même... Elle n'aura peut-être pas autant de connaissances que les autres, mais elle aura plus de méthodes. Elle sait utiliser des outils informatiques que nous ne savions pas utiliser quand nous sommes sortis. Elle est plus résiliente. Ouais. Elle sait faire des QCM. Elle sait répondre rapidement à des questions. Elle sait faire plein d'autres choses. Est-ce que l'université aura la force de faire ça ? Si oui, alors la génération ne sera pas sacrifiée. Si en revanche, on part du principe que ceux qui sont validés, voilà, leur L2 cette année arrivent en L3 en septembre, qu'on reprend une L3 classique et que les profs ne s'adaptent pas, non. Pour rebondir sur est-ce que les étudiants sont sacrifiés ou pas. Toi, à titre personnel aussi. En tant qu'étudiant, alors la situation et la façon dont les étudiants... Alors moi, à titre personnel, j'aurais tendance à dire oui, mais c'est un petit peu différent parce que je suis étudiante... en médecine, et les étudiants en santé sont particulièrement exploités. Ça, c'était le cas déjà auparavant. C'est pas amené à s'arranger, finalement. C'est pas amené à s'arranger, absolument pas. Étant donné que, là, pour vous dire, moi, mon salaire d'externe en médecine est de 200 € par mois. Je bosse à l'heure actuelle, je suis à 70 heures par semaine. En fait, on est là pour pallier au manque en fait dans les hôpitaux. On nous demande gratuitement de faire les frottis Covid. Et en fait, pendant ce temps-là, on perd du temps d'apprentissage. Alors, on comprend que c'est la crise sanitaire, on comprend que chaque main est utile, on veut faire des sacrifices. C'est le fameux pansement sur la plaie ouverte. En fait, les étudiants en médecine, c'est exactement. Ça. Donc, que ce soit les étudiants en santé, mais aussi les étudiants qui, de manière générale, sont mobilisés sur plusieurs aspects, qui ont été nécessaires durant la crise sanitaire, pour moi, je dirais qu'effectivement, ces gens-là sont, je dirais pas sacrifiés, parce que, pour certains, c'était un choix de le faire. Pour d'autres, ça l'était pas forcément, effectivement. Maintenant, que ce soit au niveau de tous les étudiants, je pense pas sacrifiés, parce que il faut dire que dans sa vie, on vit quand même en moyenne, je l'espère, 70 ans, il y aura toujours des phases qui seront beaucoup plus difficiles que d'autres. Maintenant, je serais très intriguée de voir quels auront été les dommages collatéraux. Qui, eux, ne seront pas comptabilisés derrière. Et surtout, au niveau de la population étudiante, on le sait, depuis le début d'année, il y a eu des suicides, il y a eu des tentatives de suicide. Ça existe encore, ça a déjà existé depuis déjà un certain nombre d'années. Anas, donc l'étudiant qui était issu de Lyon, qui faisait partie
du groupe solidaire étudiant qui s'est immolé. Il était à Lyon 3, non ? Oui, qui s'est immolé devant le Crous pour dénoncer quand même la précarité des étudiants. C'est une chose, c'est fort, c'est atroce, mais c'est une réalité, et ça existait déjà avant la crise. Donc c'est un système qui était déjà malade de base, mais alors là, en fait, c'est comme si un patient qui a eu un gros accident de voiture, qui est très accidenté, reçoit encore un coup de massue sur la tête. Ouais, et on sait que ça va avoir des conséquences sur le long terme, toute cette situation. Justement, au sujet des conséquences qui vont s'étirer dans le temps, il y a aussi ce que vaut le diplôme. C'est une question qu'on se pose. Est-ce que les diplômes qui sont passés cette année-là ou les années d'avant, les années d'après, parce que ça s'étend quand même, ça s'étire. Ça commence à s'étirer, oui. Est-ce que ces diplômes-là sont dévalorisés finalement ? Et la question qui se pose aussi, c'est du coup, est-ce que vous trouvez, vous, que les étudiants de cette année ont un niveau différent de ceux des années d'avant ? Alors moi je suis bien placée pour répondre puisque je lis mis plein de mauvaises des notes. copies tous les ans à foison. Alors très bonne question. Est-ce que j'ai mis des moins bonnes notes que les années précédentes ? Non. Parce que t'en mettais déjà de très mauvaises. Exactement. Je suis un monstre. Ou des meilleurs, mais ça c'est aussi une manière de dévaloriser, peut-être de rehausser les notes pour un niveau qui est moindre. Voilà, la question que vous me demandez, que vous me posez, finalement, elle rejoint le niveau global des étudiants. Ouais. Est-ce qu'il est moins bon ? Exactement. À l'arrivée en septembre, j'étais extrêmement étonnée puisque le niveau n'était pas moins bon. On m'avait dit, ouais, t'as des étudiants, ils sortent du bac, ils n'ont pas fait le bac, gna gna gna. C'est ça. Ouais. Preuve que le bac, voilà, ça va, c'est pas non plus... Enfin, on sort quand même de... Oh, c'est compliqué. Hein. Voilà, 18 ans du système scolaire, 15. On l'a rodé, grosso modo. Voilà. On a rodé le truc, et puis de toute façon, quand on arrive à l'université, on est perdu. Hein, qu'on sorte du bac ou pas du bac, de toute façon, voilà. C'est vrai. Et bien ça c'est observé, un petit manque d'autonomie supplémentaire par rapport à d'habitude, mais bon, ça je me dis toujours que c'est moi qui vieillis et qui fatigue sur le manque d'autonomie plus que les étudiants qui s'abaissent. En revanche, le niveau final n'est pas celui escompté, et ça c'est une certitude. Pour moi, en tout cas, de mon expérience, de comparaison que je peux faire entre plusieurs années d'étudiants, oui, le niveau n'est pas le même. Ça ne veut pas dire qu'il est... J'ai dit moins bon par rapport à mes critères à moi, qui sont des critères de connaissances basiques. Ça ne veut pas dire que l'étudiant est moins bon, qu'il n'a pas évolué, qu'il n'a pas progressé, qu'il n'a pas... Mais j'ai noté une moins bonne progression sur l'année. Et ça c'est lié. C'est pas lié au Covid, avril, le confinement qu'on a eu, c'est lié à la dégradation des conditions sur la durée. Ouais, c'est pour ça qu'on dit ça s'étire. Et c'est ça qu'on n'a pas pris en compte. Parce que 2 mois, comme tu le disais, dans une scolarité, c'est comme 3 ans sur une vie, ça se rattrape. 2 mois sur une scolarité. 2 ans sur une scolarité. 3 ans si on continue à ce rythme-là. C'est une licence. De distanciel, c'est une licence. Ça devient énorme. Et en fait, tous ces petits soucis qu'on a, moins de devoirs, moins d'examens, moins de... Voilà, plus d'habitude sur les écrans, voilà, des petits tricks qu'on peut se faire pour réussir ses partiels. On ne peut pas savoir quelles sont les conséquences à long terme pour eux, en fait, parce que le diplôme... Et là, j'invite les gens qui emploient des étudiants. Vous n'allez jamais avoir des étudiants comme ça, qui ont envie de travailler, qui sortent de cette période affreuse. Vous n'allez jamais trouver des gens aussi motivés pour faire quelque chose, travailler en présentiel, donner de l'énergie. Embaucher des étudiants en sortie de diplôme et apprenez-leur ce qui leur a manqué là dans ces derniers mois d'expérience, de contact, apprenez-leur. On apprend de toute façon à nouveau quand on sort de l'université. On est perdu quand on arrive sur le milieu du travail. Donc forcément, ça va être le même effet que le bac. Donc ne croyez pas que les étudiants sont plus déconnectés qu'avant. Ils sont plus résilients, ils ont appris plein de choses sur l'ordinateur, ils ont appris à faire plein de choses, à organiser leur temps différemment, à être plus autonomes. Ça, c'est une certitude. Mais n'attendez pas à ce qu'ils sortent avec un diplôme en jurisprudence. C'est très insidieux parce qu'on ne peut pas encore savoir quelle est la conséquence puisque tout est rattrapable. Mais sur le temps, la durée, c'est affligeant ce qu'on voit. C'est-à-dire que forcément, être mobilisé toutes les semaines devant son écran à longueur de temps, à voir, puis ensuite on peut revenir en présentiel, puis en fait non, puis en fait oui, puis en fait pour ce cours-là oui, puis pour ce cours-là non, puis ensuite le cours marche pas, puis ensuite... Comment on veut réussir à avoir le même niveau comme ça ? C'est clair. C'est irrationnel de croire que le diplôme va valoir la même chose. Mais voilà, là, c'est rigolo. Ça fait 1 an. Ça peut être une parenthèse. C'est drôle. Si ça se prolonge sur le niveau au-delà, les profs vont réagir. Je pense, là, je fais confiance au corps enseignant.
en modifiant l'approche des diplômes. Je pense qu'ils vont choisir des approches beaucoup plus adaptées au distanciel, moins de connaissances, plus de compétences. Tu vois, tu as dit un truc intéressant, c'est que ces étudiants-là, on parle d'eux comme étudiants, étudiantes, mais à un moment, ils vont chercher du travail. Et c'est aussi très important pour les employeurs, futurs employeurs, de penser à ça, de garder ça en tête. Que, en fait, les étudiants qui vont recruter, qui auront fait leurs études pendant le Covid, parfois en majorité de leur diplôme d'ailleurs sous Covid, ils ont développé d'autres compétences. Et c'est peut-être ces autres compétences qu'il faut rechercher. Et savoir que la personne sur le terrain, il faudra la former différemment. Autre question de nos chers abonnés. En tant qu'enseignante et étudiante, pensez-vous avoir réussi à protéger votre santé mentale ou celle de vos camarades ou étudiants? Et si oui, par quels moyens? Non, je n'ai pas réussi à préserver ma santé mentale pendant le premier confinement parce que je suis rentrée chez mes parents. Non, mais c'est pas possible. Et je pense que vraiment, et là je lance un appel à tous les gens qui nous écoutent et qui se sont confinés chez leurs parents et pour qui ça s'est pas forcément bien passé, c'est pas grave. Moi, j'espère que mes parents ne m'en voudront pas de dire ça, mais c'était vraiment les pires moments de ma vie, de revenir chez ses parents. Et en fait, j'ai débranché mon cerveau. C'est-à-dire que pendant 6 mois, j'ai vécu hors du temps. J'ai travaillé hors du temps. Je dormais 14 heures par jour. Donc non, j'ai pas réussi à préserver ma santé mentale pendant quelques mois. Et donc, mon conseil, c'est n'ayez pas peur de blesser les autres. Faites ce qui est bon pour vous quand vous êtes en difficulté. Ça veut pas dire qu'il faut blesser les autres volontairement, mais n'ayez pas peur de faire du mal aux autres. Pensez à vous, étudiants, enseignants. Parfois, on a besoin de s'isoler, parfois, on a besoin de voir des gens, parfois, on a besoin... voilà, il faut faire ce qui est bon pour vous. En fait, le retour chez les parents, il faut se rendre compte que t'es plus l'enfant que t'étais, sauf qu'ils te considèrent encore comme ça. Et du coup, t'as cette demi-place de... va donner cours chez tes parents, donc va travailler chez tes parents. Donc toi, ils te disent « Oh, t'as un cours, oh, je te laisse. » Oui, en fait, je suis devant 25 étudiants et c'est moi l'enseignant. Je sais que c'est difficile à concevoir, mais c'est la réalité. C'est ça. Je travaille, en fait. Donc, tu dois encore corriger tes copies. C'est tes devoirs, tu vois. Ça n'est pas ton travail, c'est tes devoirs. Tu veux manger à quelle heure ce soir? Je ne veux pas manger ce soir parce que nous ne faisons que manger toute la journée. Je ne veux pas être ici. Voilà, tu te retrouves dans une situation. Je pense que Laura, elle règle ses comptes au micro. Voilà. Et mais non, je ne règle pas mes comptes au micro, mes parents le savent. Et tu réagis comme un ado. Tu es toi-même. Oui. Voilà. Et là, donc ça, c'est un cas très particulier. Et tu te sens con. Et tu te dis, mais tes parents sont dans la même situation que toi, en fait. C'est ça que tu deviens toi-même insupportable. Voilà, exactement. Tu deviens toi-même insupportable. C'est exactement la même chose avec des colocataires. Sauf que du coup, c'est pas des membres de ta famille, donc tu peux avoir des gros conflits avec eux sans que ça s'arrange aussi facilement entre guillemets qu'avec un membre de ta famille. Et pour finir sur une petite touche positive et non anxiogène, on espère, le temps passe si vite, qu'est-ce que vous garderiez de l'année qui vient de s'écouler pour la suite? Ça peut demander de réfléchir un petit peu. Comme chose positive, tu veux quelque chose positif que tu t'as appris ou alors qui a été mise en place et tu te dis putain, c'était pas con. Que tu tires de ces dernières années de Covid, que tu garderas pour la suite. Est-ce que tu es, par exemple, pendant le premier confinement, est-ce que tu as fait partie des personnes qui ont fait eux-mêmes leur pain? Est-ce que tu recommandes cette activité? Tu as appris une nouvelle langue? Non, moi je vais dire quelque chose de très positif. Je vais dire rien. Franchement, rien. Je pense qu'il faut apprendre de cette période, sur moi personnellement, que voilà, tout finit par passer. Et même si ça passe pas, la résilience est là. Et donc, il faut rien retenir. Apprendre de ses erreurs, c'est des choses bêtes qu'on peut dire aux gens tout le temps, mais vraiment de positif de la période que je garderai. Voilà, on a parlé de l'élan de solidarité du premier confinement. Moi... Qui fait partie d'autres assos, les élans de solidarité, j'en vois tout le temps, ça dure jamais. C'est le concept même de la solidarité, c'est-à-dire que les gens qui sont solidaires tout le temps, ils sont pas assez égoïstes pour survivre suffisamment longtemps. Donc la solidarité a toujours une fin, en tout cas visible dans les médias, encore une fois, dans cette... Mais voilà, moi je retiens rien particulier lié à cette période, puisqu'on a dit tout ce qui a été exacerbé, qui était mauvais, existait déjà avant. Et donc, on n'a résolu aucun problème, finalement. Donc, rien. Donc Marine, je t'en supplie, as-tu quelque chose de positif à dire? Je pense que je vais être un peu plus soft dans ce que je veux dire. Je trouve qu'il y a quand même certaines choses qui... En fait,
quand on est confronté à une crise comme celle-là, on n'a pas le choix de mettre en place des choses qu'on fait traîner habituellement. Je veux dire, il y a quand même énormément de choses qui ont dû être faites de manière extrêmement efficace. Par exemple, l'ensemble des aides, etc., certes, elles sont à court terme, mais honnêtement, ça pourrait être intéressant de voir pour élargir ça, pour pérenniser certaines aides qui ont été mises en place pour les étudiants. Il y a aussi certains dispositifs, pas tous bien entendu, numériques qui ont été extrêmement utiles aussi. Puisque donc jusqu'à présent, faut bien le dire, avant la crise sanitaire, je veux dire, regardez nos plateformes à l'université, avant Ernest même, l'ENT, voilà, Moodle qui fonctionnait pas très bien, voilà. Là, il y a beaucoup plus de synchronisation et les choses sont quand même un peu plus modernes et déjà, c'est étant donné qu'on garder cet avantage, voilà, cette avancée technologique, cette avancée technologique qui fonctionne bien, sans oublier derrière, bien sûr, le retour au présentiel, bien entendu. Ça, c'est ce qu'on veut tous. Et de respecter un minimum les règles en fait, d'hygiène pour pouvoir éviter au maximum les... Et puis apprenons de nos erreurs aussi, ne retournons pas à la bise. Moi j'espère que... Oh, j'allais dire le contraire. Non. J'allais dire, moi j'espère que bientôt on pourra... C'était une très bonne chose qu'on arrête de se faire la bise. Je pense qu'on peut continuer sur cette lancée. Moi j'espère qu'on pourra bientôt se saluer comme les Japonais. Ça va plus vite. J'ai dit rien un peu durement, mais pédagogiquement. Je pense qu'on apprend beaucoup de l'impact pédagogique qu'on a dans les situations de crise. Et donc, moi, ce que je veux retenir de positif, c'est vraiment qu'il n'y a pas de technique pédagogique qui fonctionne sans empathie et sans bienveillance. Et même quand on est usé, fatigué, etc., on se rend compte que à distance, tout ça, c'est exacerbé. C'est-à-dire qu'on voit encore plus l'agacement, on voit encore plus... et j'ai été une très mauvaise enseignante il y a 1 an et là j'ai progressé et je me rends compte que voilà, plutôt que de la quantité de pédagogique et voilà, c'est un peu comme la distanciation. On peut pas toujours être parfait, mais il vaut mieux faire un peu et le faire bien. Et ben voilà, l'enseignement, quitte à faire que 1 heure de cours et que ce soit bienveillant et que ça apporte une dose de bonne humeur et d'apprentissage, je pense que c'est beaucoup plus important que de vouloir absolument tout faire rentrer, la quantité de choses qu'on avait prévues parce qu'on a travaillé pendant 1 semaine. Ça, c'est inutile et voilà, ça, je vais le retenir. C'est pas lié directement au Covid, mais à l'apprentissage. Et voilà, toutes les bonnes pratiques qu'on a pu nourrir pour éviter de détruire la santé mentale des autres, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder. Voilà, ce recul un peu des réseaux sociaux, cet isolement, cette capacité à se déconnecter un peu de la société, je pense que ça, faut le garder. J'adore ce que tu viens de dire. Est-ce que tu veux m'épouser ? Ouais. Yes, j'ai eu 2 oui. On est sur 3 demandes en mariage, 2 oui, 1 négative. Donc, pour terminer ce podcast, on a les recommandations culturelles. Est-ce que vous en avez à proposer ? C'est pas grave si vous en avez pas, je rappelle simplement qu'on mettra en lien le site de l'Université Strasbourg avec la fiche de toutes les aides des étudiants, qu'elles soient alimentaires, logement et aussi santé mentale, qui sera en lien en dessous de ce podcast. N'hésitez pas à le consulter, même si vous n'êtes pas à Strasbourg, pour justement voir un petit peu où est-ce que vous voulez ou vous pouvez être aidé. Oui, c'est très important pour voir aussi quel interlocuteur s'occupe de quoi. Exactement, ouais. Vous renseignez vraiment sur déjà la possibilité d'être aidé, peut-être que vous n'avez pas où chercher, donc voilà, n'hésitez pas à consulter ce lien pour en savoir plus. Tout à fait. Moi, je peux recommander une série super nulle. Yes. Alors pourquoi recommander une série super nulle ? Parce que quand on est cas contact et qu'on est isolé 7 jours, 14 jours chez soi, c'est l'enfer de panique, de stress et de... Donc quand on a besoin de regarder quelque chose qui n'a rien à voir avec le Covid, qui n'a rien à voir avec la société, je vous recommande la série la plus nulle du monde, Parks and Recs. C'est sur, attention, le service des parcs et loisirs de la municipalité de Pawnee, Indiana. Donc il n'y a rien de moins intéressant au monde. Et pourtant, c'est assez rigolo. Il n'y a pas de trucs misogynes, homophobes, transphobes. Voilà, ça fait partie des séries un peu good vibes, bien ancrées dans la société qu'on peut regarder. Et totalement déconnectable du cerveau, quoi. Mieux que de la réalité, mais quand même efficace. Est-ce que ça équivaut un peu à Tiger King ? Ça équivaut un peu à Tiger King. Pas dans l'esprit, pas dans le contenu, parce que là, c'est vraiment un contenu... Va-t-elle réussir à faire construire le parc ? C'est génial.
Alors, moi, j'ai pas de recommandations culturelles à faire chez soi. Par contre, j'en profite pour rappeler que sous peu, les musées vont réouvrir. Et ça serait... voilà, j'encourage vraiment tout le monde à les soutenir. Pendant toute la crise, on n'a pas arrêté de soutenir les commerces indépendants, les cinémas indépendants. Et ben, ce serait bien que quand la crise sera terminée, on ne les oublie pas et qu'on continue en fait à les soutenir. Amazon. Parce que c'est bien. Beaucoup. Parce que je vais lui jeter Alibaba. Alibaba. Voilà. Et continuez à aller au marché à faire votre pain si vous avez commencé. Il faut avoir le temps quand même. Mais maintenant, vendez-le s'il vous plaît. Voilà. Devenez boulanger. Multipliez c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder comme habitude si vous ne les aviez pas avant. Gardez-le. C'est tellement Faites-vous plaisir en plus. Et faites-vous aussi plaisir, achetez-vous des petits objets locaux. À tous ceux qui ont pris l'habitude d'écouter des podcasts. Eh ben continuez les gars. Gardez cette habitude et puis partagez sur les réseaux sociaux. Continuez. Oh la vache. Oh là là. Moi je croyais que t'allais nous faire un petit. C'était R&B le thème. Je prête à faire un petit. Moi j'étais posée. Continuez à écouter des podcasts. Et c'est là-dessus que se termine ce podcast sur l'université sous Covid. On vous remercie de nous avoir écoutés et on espère que cela vous a plu. Et on remercie aussi Yvan et Thomas comme toujours et Hamza et la machine à café du FEC. Oui, merci. On remercie Antoine et le FEC notamment de nous avoir prêté justement cette salle pour enregistrer et vous aussi pour votre générosité sur Hello Asso. On remercie aussi tous nos abonnés pour leur soutien continu et leurs questions. Merci à Laura et Marine d'avoir participé. Merci à vous. Merci. Et d'ailleurs, si vous voulez prendre leur place, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail d'Octogone que vous retrouvez partout sur les réseaux. Ou même sur Instagram, sur Facebook. Contactez-nous. Partout. Venez, contactez-nous c'est très sympa. Par lettre. Et à bientôt pour un nouveau podcast. Un nouveau Covid.